Bonjour, je suis Philippe. Et moi, c'est Sophie. Nous sommes tous les deux passionnés par le jiu-jitsu brésilien. Bienvenue sur notre podcast Uke, partage autour du jiu-jitsu. Pourquoi Uke? Uke, en japonais, c'est le partenaire, celui qui subit la technique, celui qui tombe. Et tu m'as toujours dit que le Uke, c'était le principal. Effectivement, j'ai toujours remarqué que personnellement, j'apprenais beaucoup plus en subissant la technique qu'en la réalisant moi-même. Et le Uke, c'est celui qui reçoit. Il reçoit pendant les combats, il reçoit pendant l'échange avec le maître. Quand le maître fait une technique sur lui, on subit la technique du maître et on apprend sa technique en même temps. Et donc, il est primordial d'avoir un bon Uke pour bien apprendre le jiu-jitsu brésilien et aussi d'être un bon Uke. Tout à fait, c'est essentiel. Nous tâcherons dans ce podcast d'être de bons Uke pour recevoir la parole de nos invités et partager sur le jiu-jitsu. Bonjour, Étienne. Bienvenue dans notre podcast, c'est le premier épisode. On voulait absolument faire le premier épisode avec toi, parce qu'en fait, Philippe et moi, on est élèves dans ton académie, tu es notre maître, et donc pour nous, c'était évident de t'inviter pour le premier épisode de notre podcast, pour que tu puisses raconter ta version de l'histoire, en quelque sorte, ta version des origines du jiu-jitsu brésilien en France. Merci Sophie, merci Philippe, merci à tous ceux qui nous regardent, parce que vraiment c'est un plaisir quand j'ai eu cette invitation, ça a vraiment été très excitant pour moi parce que je sais que ça va ouvrir les esprits de beaucoup de personnes à propos de moi, de me connaître, qui je suis, et qui est cet homme qui est arrivé à Marseille avec tous ses dames, en faisant du jiu-jitsu brésilien. Donc, je voulais un peu raconter l'histoire du jiu-jitsu français à travers de ma vie, à travers de mon histoire, et ce sera un grand plaisir pour moi. Oui, ton histoire, nous on la connaît déjà parce que on a préparé ce podcast. J'ai plein de notes sur les genoux pour ceux qui verront la vidéo. Donc, tu es né en Guyane. Je suis guyanais. La Guyane, c'est une partie de la France, c'est un département français. Qui est vraiment collé au Brésil. Aujourd'hui, on peut aller au Brésil et retourner en France en faisant 1 heure de voiture. Il y a un pont qui lie les deux. Et mais à mon époque, c'était pas comme ça. Mais c'était plus difficile de venir en métropole que aller au Brésil. Donc la Guyane et le Brésil a toujours eu un air familial. La plupart de nous sont mélangés avec des Brésiliens. Comme moi, je suis mélangé avec du brésilien et je suis descendant d'esclaves de peuple français en Guyane, mais déjà avec ce mélange avec le Brésil. Ma mère est brésilienne. Moi, je suis parti en études au Brésil. Je suis marié avec une brésilienne. Oui, donc toi, t'es vraiment entre les deux, quoi. Entre la Guyane et le Brésil, toute ta vie, ça a été un peu ça. Pour moi, la France, c'était la Guyane. Ouais. En fait, la France, qu'on connaît, la métropole, n'existait pas dans mon esprit, c'était la Guyane. Donc, ma France, c'était l'Amazonie. Donc, ce que tu nous as raconté, c'est qu'à 7 ans déjà, tu faisais du judo, du kung-fu, donc tu étais déjà dans les arts martiaux. Les arts martiaux, ouais. Les arts martiaux, j'ai connu à l'âge de 7 ans, par l'école. À l'époque, j'habitais à Kourou. Je suis né à Cayenne parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Kourou, mais je suis un Kourousien. Je suis d'où il y a la base spatiale de Guyane française, l'Ariane. Et il y avait un club de judo qui s'appelle le Judo Club Spatial. Le prof, c'était Guy Maté. Aujourd'hui, il est toujours dirigé par un prof qui s'appelle Guy Prudent. Mais à l'époque, c'était Guy Maté. Et mon premier contact avec les arts martiaux, c'est dans ce club. Et que je suis allé de 7 ans, je suis allé jusqu'à l'âge de 9 ans, quand mes parents ont décidé que les enfants devaient partir au Brésil pour continuer ses études parce que il y avait aucune possibilité qu'ils nous envoient en métropole parce que ils avaient pas de lien de parents, des familles en métropole. Et on voyait ces petits enfants étudier. Et la Guyane, c'était limiter les études, hein.
Oui, oui. Tu m'as Donc, expliqué que c'était plus facile pour tes parents ouais, d'aller au Brésil pour que leurs enfants bénéficient d'études exact. favorables, en fait. Donc, je suis parti au Brésil, d'où ma rencontre avec le jiu-jitsu que je vais vous raconter tout à l'heure. Alors Voilà. oui. Bah justement. Ben justement, donc en fait, tu es au Brésil. Donc à cette époque-là, il y a beaucoup de vale tudo. Oui, à l'époque que je suis arrivé au Brésil, à l'âge de 9 ans, j'ai pas pu continuer dans le judo. Hein. Mais c'était à la mode le kung-fu. Bruce Lee, tout ça, le kung-fu. Et partout, on faisait du kung-fu. Partout, on faisait du kung-fu. Et moi, je me suis mis dans le kung-fu. Ouais. Hein. Et je suis allé jusqu'à la ceinture noire. Et quand j'étais au lycée, au lycée, ça s'appelle lycée Cearense, à Belém, pour que les gens sachent, Belém, c'est où est né le jiu-jitsu brésilien. C'est là qu'Helio Gracie, et là qu'il y avait Matsumae, Jigoro Kano, hein? Non. Mitsuyo Maeda, ouais. Matsumae, qui a... C'est arrivé parce que c'est sur l'océan. Ouais, exact. Et c'est là qu'il a appris à la famille, Gracie le jiu-jitsu. Mais après, ces gens-là sont partis vers le sud. Et oui, c'est-à-dire qu'à cette époque où toi, t'as donc fait ta rencontre avec le jiu-jitsu, il y avait déjà plus de ceinture noire, en fait, non, il y avait à plus de Belém. ceinture noire. Non, les profs qui étaient là, à Belém, c'était des ceintures bleues. Voilà. Il y a une seule ceinture marron qui s'appelait Paulo Guimarães. C'était lui qui donnait des cours dans un club qui s'appelle APAN. C'est le club du père de Lyoto Machida. Alors, justement, Lyoto Machida, comment tu le rencontres? Moi, j'étais au lycée avec Lyoto Machida. Dans le quartier où était mon lycée, c'était le quartier où a le club de Lyoto Machida, c'est le quartier de Nazaré. Ouais, et dans ce quartier-là, tous les enfants de Machida étudiaient dans ce lycée-là. Et moi, j'ai fait le lycée ensemble avec Lyoto Machida et son frère. Oui. Et lui, il faisait du karaté. Et moi, j'avais jamais entendu parler du jiu-jitsu. Et moi, je faisais du kung-fu. Et donc, à l'époque, il y avait cette rivalité entre kung-fu et karaté. Le jiu-jitsu était parti au sud, à Rio de Janeiro, et ça commençait à São Paulo. Ça commençait à se développer à São Paulo. Et Manaus, qui était en train de vraiment exploser comme le pôle de jiu-jitsu brésilien. Mais j'avais jamais entendu parler du jiu-jitsu brésilien. Donc, j'étais un Français qui faisait du kung-fu. Et j'étais dans un lycée un peu bourgeois. Et je voyais que Lyoto, il partait dans des coins après les cours pour faire du vale tudo. Il y avait du vale tudo qui se passait. Alors, c'était un peu la mode. Qu'est-ce que c'était le vale tudo? Le vale tudo, c'était un défi entre les arts martiaux. Et c'était des combats informels comme ça? Informels dans les clubs, dans des places, dans des endroits. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de fédération du jiu-jitsu brésilien. Oui. Ça, je vous parle, j'avais 18 ans, c'était dans les années 92. 92, j'ai eu la première rencontre avec le jiu-jitsu brésilien. Ce que tu nous as raconté une fois, c'est que tu avais combattu contre quelqu'un qui avait sauté dans ma garde. Ta garde, et c'était une position qui était totalement pas naturelle pour toi. Pour moi, non. Pour moi, c'était bizarre comme truc. Je trouvais même que c'était un peu pas indécent. Un peu étrange. Un peu étrange, ouais. Je dis, c'est une position qui est pas trop arts martiaux pour moi, parce que l'art martiaux, pour moi, c'était la distance. C'est ça. Garder la distance, c'est taper. Et il t'a serré entre ses jambes. L'histoire s'est passée, c'est qu'en sortant du lycée, Lyoto me dit, on va dans un vale tudo qui se passe dans une salle. Et amène ton kimono parce que demain on va dans ce vale tudo. Et moi j'ai amené mon kimono du kung-fu dans mon sac. Et il a amené son kimono du karaté aussi. Il était jeune, mince. Et nous sommes allés, là-bas il y avait plein de monde. Le vale tudo se passait partout. Et la police, elle persécutait ça. Hein. Et on est d'accord, vale tudo, ça veut dire tout est permis? Tout est permis. Tout est permis. Tout était permis. Ok. Donc c'était la mode. Tous les jours on faisait ça. Donc vous allez là-bas avec Lyoto. Lyoto, et je m'inscris dans le circuit et on commence à se battre. Et moi dans le kung-fu, j'étais sûr que j'allais m'en sortir parce que j'ai compris que à l'époque j'avais compris que le karaté c'était un sport qui se déplaçait linéaire. Et le kung-fu, il se déplaçait en circulaire. Donc, j'avais cet avantage de me déplacer en circulaire. Et à l'époque, c'était aussi en mode la boxe chinoise. Je pratiquais la boxe chinoise aussi. Donc, tout ce qui était karaté, j'avais déjà une expérience de me battre contre des karatékas. Et des boxeurs qui n'utilisaient pas les jambes, c'était aussi tranquille. La boxe thaï,
au Brésil, on n'entendait pas parler trop, j'avais pas entendu parler, mais il y avait le judo, que c'était l'art de l'élite, quoi, la discipline, l'art olympique, tout ça. Et je vis un judoka. Il s'appelle Mikita, c'est un ceinture noire aussi, plusieurs dan, je pense que 5e dan aussi de jiu-jitsu, 6e dan, je sais pas, aujourd'hui, c'est un grand maître de jiu-jitsu brésilien. Dans une des photos que vous allez montrer, je suis avec son frère, en train de se battre avec son frère, et qui a eu une ouverture dans la tête pendant que je me battais avec lui. Et on voit les photos. Parce qu'à l'époque, il y avait pas trop de règles, hein. Ouais. Oui, c'était Donc, vraiment... tout était permis, vraiment. Dans le jiu-jitsu, même des clés de cervicales, il y a beaucoup de clés qui sont interdites aujourd'hui, qui sont mortelles, qu'on le faisait à l'époque, parce que il y avait pas de fédération, il y avait rien qui faisait le cadre du jiu-jitsu brésilien. Et la police, elle ne voulait pas que cet art s'établisse parce qu'elle avait pas une fédération, une discipline. Donc, on venait pas au jiu-jitsu. Il faut être bien clair qu'on venait pas au jiu-jitsu pour être médaillé IBJJF, hein. Ouais. Bon, et donc, toi, t'arrives à ce Vale Tudo. Moi, j'arrive dans ce Vale Tudo, ouais, et je commence à me battre. Oui. Et j'arrive en finale. Oui. Avec ce Mikita. Et pendant que je suis en finale, on a un accroche très proche, ok, qui me tient par mon kimono, il saute dans ma garde, il prend mon cou en guillotine et il me serre. Et j'arrivais pas à m'en sortir, je suis tombé par terre et j'ai tapé. Et j'ai perdu ce combat. Et Lyoto me dit non, tu as pas pu le gagner, ben parce qu'il est en train de faire du jiu-jitsu dans le club de mon père. Mais c'était un judoka. Je lui dis, jiu-jitsu, c'est quoi ce jiu-jitsu? Explique-moi, c'est quoi ce jiu-jitsu? Là, c'est la première fois que t'entends C'est la première fois que j'entends le mot jiu-jitsu. Donc, pour que les gens qui ne savent pas, Lyoto a commencé le jiu-jitsu bien avant moi. Donc, Lyoto, il connaît le jiu-jitsu vraiment. Si vous regardez les premiers combats de Lyoto, il est en kimono du jiu-jitsu, pas en kimono de karaté. Et donc, il te dit... Viens dans mon club. Viens dans le club de mon père. Tel jour, on va pratiquer. Et moi, je suis allé. Et à l'époque aussi, j'étais déjà freelance au niveau de photos. J'étais journaliste. Oui, ouais, et donc, mes études que j'allais faire, c'était pour être journaliste. Donc, j'étais déjà dans le chemin. Je travaillais avec des journalistes. Oui, parce que tu faisais tes études et en même temps, pour payer les études, tu travaillais comme journaliste. Comme journaliste. Comme photographe, en fait. Photographe, ouais. Photojournaliste. Toujours accompagné avec un rédacteur. Mais j'étais déjà très connu au niveau de mon travail, comme freelance. Et donc là, tu rentres dans ce club, mais est-ce que tu as l'idée au départ d'apprendre le jiu-jitsu? Non, C'était pas l'idée au départ. Hein. Moi, je croyais dans mon kung-fu. Oui, voilà. Parce que à la télé, c'était ça. Hein. Les films montraient ça. Et vraiment, je travaillais très fort mon kung-fu. Hein. Je commençais à l'âge de 11 ans, le kung-fu. Donc, ce que tu nous disais, c'est moi, j'ai fait un peu de jiu-jitsu, mais en fait, pour gonfler mon kung-fu. Ouais, donc, quand je suis arrivé, qu'il m'a montré les premiers cours, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais si je donne un bon coup de pied, ils vont pas défendre. Donc, depuis qu'ils sont au sol, si je saute sur eux, ils vont pas défendre. Donc, je me suis mis à pratiquer le jiu-jitsu avec eux à l'âge de 18 ans, mais je me suis pas inscrit dans leur club. Ok, c'était un cours d'amitié. Oui. Donc, j'étais avec eux, j'ai vu que c'était un art très bourgeois. Je commençais à comprendre le monde du jiu-jitsu. Donc, c'est pour ça que je dis que quand j'écoute l'histoire du jiu-jitsu en France, je vois que les Français, ils sont partis au Brésil pour avoir le premier contact avec le jiu-jitsu en 96 pour le championnat du monde. Et moi, comme Français, j'ai commencé à pratiquer la première fois le jiu-jitsu. Mon premier contact, c'était en 92. Entre 11 et 12, on va dire. 11, je suis allé au Vale Tudo là et on m'a finalisé. Et 92, j'ai commencé à vraiment avoir cette pratique pour gonfler mon kung-fu. Pas vraiment pour faire du jiu-jitsu. Hein. Et à partir de quand parce que après tu as appris avec Godoy et Macaco, c'était... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les Vale Tudo commençaient à être encadrés. La police a commencé à persécuter, fermer les combats clandestins parce qu'il y avait des paris, il commençait à avoir des morts, il commençait à avoir des accidents graves parce que c'était Vale Tudo, on pouvait tout faire. Et les lycéens étaient devenus des passionnés, quoi. Et c'est devenu des espèces de gangs.
On se rencontrait dans les centres commerciaux, on se battait, on sortait, on mettait des logos derrière les voitures. Ouais. Et si on allait dans un bar ou quelque chose comme ça, un autre club ne devait pas s'arrêter là parce que la bagarre était déclenchée. Et on était beaucoup avec les surfeurs. Et après, on a commencé à mettre des logos aussi dans les t-shirts pour savoir qu'on était des surfeurs mais des jiu-jitsu. Et ça crée ce monde de gang. Oui. Et sans aucune organisation, sans aucune fédération. J'ai dit souvent que toute la discipline que vous voyez au jiu-jitsu aujourd'hui, même moi, la discipline que j'ai amenée au jiu-jitsu, elle vient pas du jiu-jitsu. Ouais. Elle vient d'un art martial. Moi, j'ai amené la discipline du kung-fu et du judo que j'ai appris. Ouais. À mon époque, il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas ce côté disciplinaire. Oui, c'était vraiment la clandestinité, les gangs Les et gangs, et le le combat, Vale Tudo, on était là pour le combat. À un moment, on se battait en kimono, après on retirait, on était en petit slip et on se tapait dessus. On devait être prêts tous les jours. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à m'inscrire dans une équipe? C'est que quand le jiu-jitsu a commencé à devenir officiel au niveau du nord du Brésil, au niveau des grandes compétitions, je suis allé faire couvrir un événement de Vale Tudo en photo. en photo. Voilà. Et je suis allé plutôt pour appuyer un des combattants de Apin, c'était André, qui c'était un des gros combattants, il était ceinture bleue, et des ceintures bleues pour nous, c'était des demi-dieux. Oui, il n'y avait pas beaucoup de grades. Non, les ceintures bleues, pour prendre la ceinture bleue, tu devais être champion de Vale Tudo. Ou dans la rue, ou dans le ring. Il faudrait que tu démontres que tu étais de l'art suprême. Et là, le maître te donnait la ceinture bleue. Quelqu'un qui n'était pas connu, du gros public, ne pouvait pas être ceinture bleue. Et c'était impossible à mon époque que tu sois ceinture bleue et que personne ne te connaisse. Ouais. Tu avais ton image en quelque part. Ouais. Tu étais connu. Donc, lui, il était ceinture bleue et il est parti pour faire le Vale Tudo. Et je vis une équipe qui venait un peu de la zone nord, on va dire, qui arrivait avec un prof et qui ont tout ramassé. Ils ont tout gagné. Et cet individu qui ne faisait pas partie de l'élite du jiu-jitsu brésilien, des clubs élites, a gagné le Lapin, le club élite. Oui. Et je suis allé voir, j'ai découvert que c'était l'équipe Godoy Macaco. C'était une équipe qui était en train de monter au niveau de Vale Tudo. Macaco, c'est un grand entraîneur jusqu'à aujourd'hui, il a des champions du WC. Oui, on a la photo. Ouais, voilà. Très connu, hein. Et je me suis dit, c'est dans cette équipe que je veux m'entraîner. Et c'est à ce moment-là, j'ai intégré une équipe de jiu-jitsu. Donc là, tu commences à t'entraîner vraiment dans le club Godoy Macaco. Mais c'est qui ton prof à ce moment-là? Comme j'ai dit au début, les profs, les ceintures noires étaient rares. Donc, le ceinture noire, Godoy, il était à São Paulo. Moi, je suis bien au nord. Hein? Donc, les équipes commencent à se monter. Et il n'y avait pas toutes ces grandes équipes. Il y avait Gracie Maïta qui était déjà créé. Et il n'y avait même pas encore de championnat du monde. Donc, en 1996, c'est le premier championnat du monde. Et là, on voit la grande star apparaître. C'est Fabio Gurgel qui devient un grand champion. Il y a le premier champion, c'est Amaury Bitech. C'est le premier champion du monde qui a existé. Et ce Amaury Bitech, il est venu dans cette compétition que j'ai photographié, que j'ai fait les photos. Celle où tu as découvert Godoy Macaco. Où j'ai découvert l'équipe Godoy Macaco. Ouais, l'équipe Godoy Macaco. Et moi, j'ai pris des photos aussi de Amaury Bitech. Il y a aussi un grand combattant de jiu-jitsu qui a amené le jiu-jitsu à Manaus. C'est, comment s'appelle le vieux là? Osvaldo Alves. Osvaldo Alves, c'était arbitre de cette compétition. Donc, j'ai eu ma première rencontre avec ces stars. Ces gens-là qui étaient les noms des jiu-jitsu brésiliens que la France peut-être ne connaît pas. Osvaldo Alves, c'est un des premiers profs d'André Galvao qui a fondé Athos. Exact. Et c'était un grand judoka à la base qui a passé plus de 5 ans au niveau du Japon en train d'apprendre le judo et le newaza. Et quand il est retourné au Brésil,
il a amené ce plus aux méthodes brésiliennes jiu-jitsu de Gracie. Oui, parce que le Gracie avait développé beaucoup la garde, je crois, mais pas beaucoup le contrôle latéral, le 100 kilos. C'est lui qui a travaillé ça. Et lui, il a fait des très, très grands combattants dans le jiu-jitsu. C'est lui qui a développé Manaus. Et Manaus, aujourd'hui, son ADN du jiu-jitsu, c'est lui qui fait force au jiu-jitsu brésilien. Je pense toujours que Osvaldo Alves, c'est la grande pierre du jiu-jitsu. Donc, j'ai connu ces gens-là et j'ai compris que ces équipes-là travaillaient sur la méthode de ce monsieur-là aussi. Oui. Et moi, j'ai parti avec Godin Macaco et j'ai commencé à me développer dans ce club. Donc, dans ce club, Macaco, il était ceinture marron. Godin était ceinture noire. Et mon instructeur direct, c'était Francine Cunha, qui est le président d'une fédération aujourd'hui aussi. Qui était violette à l'époque, ça? Il était bleu. Tout le monde était bleu. D'accord. Les profs étaient bleus. Il est passé violette après. Quand j'ai pris ma ceinture bleue, il est passé violette. D'accord. Et Macaco était ceinture marron. Il était un grand combattant aussi. Et Macaco aimait prendre des photos avec moi. Quand j'étais journaliste. Et à chaque fois qu'on j'allais dans un événement, c'est moi qui allais pour faire sa couverture. Ouais. Oui, oui. Donc, je l'ai vraiment accompagné. Et c'est par leur style de combat de Vale-Tudo. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de fédération. On s'entraînait pas pour avoir une médaille. Ouais. Donc, j'avais pas du tout dans cet esprit de médaille. Le premier championnat du monde qu'on a pu assister par des cassettes, c'était le championnat du monde de 96. 96. Où les Français sont arrivés. Ouais. Donc, moi, je dis que la France était déjà là, parce que moi, j'étais déjà là. Ouais. En train d'apprendre le jiu-jitsu au sol, à la base, comme les Brésiliens. Parce que toi, en 96, t'étais déjà ceinture bleue. Parce que tu passes ta bleue en 95. Exact. Et en 96, j'étais déjà ceinture bleue. Quand l'équipe de France, c'était des judokas qui allaient faire une compétition de jiu-jitsu brésilien. Ils ne connaissaient pas le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Ils sont allés faire une compétition. Mais moi, j'étais déjà passé ceinture bleue, en sachant que pour être ceinture bleue au Brésil, à mon époque, tu devais faire du Vale-Tudo. Ça fait il y a 3-4 ans que tu pratiquais, en fait. Ça faisait 3 ans que je pratiquais déjà. Et j'avais vraiment... De nombreux combats à ton actif. De nombreux combats, ouais. Donc, c'est là que je commence à pratiquer. Et déjà, je suis arrivé être ceinture bleue. À mon époque, c'est comme si j'étais devenu ceinture noire. Oui. Tu deviens connu, quoi. Oui. Parce que il y avait pas les profs étaient tous des ceintures bleues. À cette époque, j'ai commencé à avoir le projet de retourner en France. Mais ma France, comme j'ai dit, c'était la Guyane française. Oui. Parce que je devais faire mon service militaire et j'étais déjà en retard de mon service militaire. Oui. Et la France avait déjà envoyé des courriers à mes parents que je devais me présenter parce que le service militaire était obligatoire. Oui. Et donc là, tu retournes en France, enfin, en Guyane, en France. Et j'amène avec moi cet art. Oui. Et avant, ceux qui pratiquaient le jiu-jitsu brésilien, les gars qui étaient reconnus comme vraiment des porte-drapeaux du jiu-jitsu brésilien, c'était pas celui qui faisait du Vale-Tudo. C'est celui qui arrivait dans un autre pays, défiait les arts martiaux qui étaient là et fondait le jiu-jitsu brésilien, arrivait à ancrer dans leur mentalité ce nouvel art, le jiu-jitsu brésilien. On se battait pas pour une médaille. J'ai dit souvent, on se battait pas pour l'IBJJF, ni pour les fédérations. On se battait pour le jiu-jitsu. Pour le développer, en fait, comme des pionniers. Donc moi, je me suis dit, j'amène cet art dans mon pays. Et si je me rappelle bien, tu l'as amené pendant ton service en formant des militaires. Exactement, en 98. C'est ton premier club. Mon premier club, c'est dans l'armée, le 3e RACMA de Cayenne. D'accord. J'arrive en 98 et je rentre de suite dans mon service militaire obligatoire. Et pendant mes classes, pendant les sports, les gens découvrent. J'avais 75 kilos, hein, j'étais très mince. Je découvre ce gars mince qui arrivait à dominer des colosses. Et j'étais très habile dans le sport aussi parce que je pratiquais énormément au Brésil. Tu commences le matin, tu finis le soir. Hein. Toute la journée, on faisait du jiu-jitsu. Donc là, j'ai eu mon premier club de jiu-jitsu que j'ai fondé en 98. Donc, si je lis bien l'histoire
Les Français sont arrivés du Brésil après le championnat du monde en 96. Et au fur et à mesure, ils ont gardé ce contact des stages. Oui, ils voyaient, ils ont suivi au début Rickson Gracie, puis Flavio Behring. Ouais, mais moi, je le pratiquais déjà de la même façon que les Brésiliens le pratiquaient. Ouais. Et en Guyane française, j'ai pas amené du judo, j'ai pas amené du kung-fu, j'ai amené du jiu-jitsu et je les pratiquais à l'ancienne comme les gars du jiu-jitsu. Mais moi, j'allais dans les clubs. Quand je suis arrivé, par contre, en Guyane, j'ai connu cette explosion de la boxe thaï. Et du karaté aussi qui faisait le défi contre la boxe thaï. Donc moi, je suis allé dans les clubs et je les défiais tous. Et oui. Et je disais, vous me tapez comme vous voulez, je vous promets, je vous donne pas un coup de pied ni un coup de poing, je vous maîtrise. Et je commençais à maîtriser tout le monde. Et à partir de là, je commençais exactement comme les Gréciens fait, en faisant des défis. Je suis allé dans le judo aussi. J'ai retourné dans mon ancien club judo spatial et j'ai demandé à faire un combat avec leur champion. Et là, il y avait le champion de France militaire de la Légion. Et il était ceinture noire, très connu. Et moi, je l'ai amené au sol et je l'ai finalisé au moins 6-7 fois. Et tout le monde était impressionné. Ah oui. Et quand je sors de ce club, j'amène avec moi les nouveaux recrues. Oui. Et là, hors de l'armée, j'ai commencé à fonder mon premier club civil. Ouais. Et là, donc, tu fondes ton premier club que tu appelles? L'équipe s'appelle Étienne Claude Jiu-Jitsu. C'est le même nom d'aujourd'hui. C'est là où tu as déjà ton logo. Ouais. Mais j'ai commencé en récupérant une association qui était une association de judo parce que il y avait pas de diplôme de jiu-jitsu brésilien. Donc pour avoir un club agréé et reconnu en France, c'était à ce moment-là, j'ai récupéré un club de judo qui s'appelait Judo Jiu-Jitsu Club. La personne qui était responsable devait partir et j'ai commencé à ce moment à donner des cours à ses élèves qui devenaient de Jiu-Jitsu. Et là, elle m'a dit je pars et on m'a rendu ce club. Et ce club était fondé en 98 aussi et c'est devenu le premier club de jiu-jitsu qui aujourd'hui s'appelle Étienne Claude Jiu-Jitsu. C'est le même club. Il n'a jamais changé. Et est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs et aux spectateurs pourquoi Étienne Claude? Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose parce que en fait dans ma carrière du jiu-jitsu, je suis pas arrivé à la ceinture noire avec le club Godin Macaque. À une époque, après les fédérations, que commençaient à naître les fédérations, on n'avait pas un championnat du monde, mais un championnat d'équipe. Des grandes équipes commençaient à surgir. Et Godoy Macaco était à São Paulo, et c'était un peu plus difficile pour moi. Et à cette époque, Godoy et Macaque se sont séparés. Et l'équipe est devenue Macaque Team et Godoy Team. Oui. Et j'étais déjà en Guyane. Et je faisais l'aller-retour. Je suis arrivé en Guyane, ceinture bleue, 4 barrettes. Donc, j'étais presque violette. Dès que je suis arrivé, que j'ai fini mon service militaire, j'ai passé ma violette. Passé ta violette l'année où tu as fondé ton club. L'année où j'ai fondé mon club. Donc, en 98, je suis passé violette. Parce que je suis arrivé bleu, mais pas que bleu. J'étais déjà 4 barrettes. Presque violette. Et qui t'a donné la violette? J'ai pris la violette quand Godin Macaque s'est séparé. Et je suis allé voir Franchine, mon instructeur. Il a dit, nous, on s'est liés à Rio de Janeiro, à l'équipe Alliance, avec Ismaël Souza. C'était le phénomène, celui qui est venu dans notre club, là, c'est plutôt, c'est une ceinture rouge et noir. Ouais. Et c'était le Galvan d'aujourd'hui. Ça veut dire c'était un jeune qui, dès ses 11 ans, faisait du Valuto déjà. Qui gagnait tout. Et qui gagnait tout le monde, quoi. C'était l'histar, le phénomène du jiu-jitsu, à part Fabio Gurgel, qui était les gros ceintures noires, mais lui, c'était la nouvelle jeunesse. Faut savoir que quand un combattant que j'aimais beaucoup, c'était Tereré, on était ceinture bleue ensemble. Ouais. Ceinture bleue ensemble. Et donc, on est parti, et moi, j'ai intégré l'équipe. Je suis allé à Rio de Janeiro. Donc, quand je suis arrivé, c'est l'équipe Alliance Ismaël Souza qui m'a passé la violette. Et je me suis entraîné avec eux jusqu'à la noire.
Donc, ton prof direct, c'était Ismaël Souza. Ismaël Souza, c'est avec lui que j'ai appris. Tu faisais des camps chaque année, tu me disais. Tous les années, on partait en camp pendant 2 mois au Brésil. Et comme ça, j'ai pu évoluer en entraînant les gars jusqu'à quand j'arrive en 2003, où j'ai pris officiellement ma ceinture noire à Rio de Janeiro dans le club de Ismaël Souza, qui à l'époque c'était Alliance. Donc, Et après, il est devenu IST. et c'est lui qui t'a remis ta ceinture. C'est lui qui m'a remis la ceinture noire. Après, Alors, il faut savoir comment je suis passé à la Gracie Maïka. oui. Mais alors, tu n'as pas répondu à la ouais. question de Sophie. Pourquoi Étienne Claude? Qu'est-ce qui est... Ah oui, excusez-moi, on reprend. Mais- En arrivant à Rio de Janeiro, à l'époque, les combattants de jiu-jitsu, c'était beaucoup de surfeurs. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais les planches de surf, il y avait des requins qui mordaient les planches. C'était très agressif. Et le surf commençait à changer la mentalité et devenir un peu plus commercial. Il commençait à faire des logos un peu plus modernes avec des traits, des lettres, tout ça. Donc, Ismaël m'a dit, il faut que tu aies ton logo Oui. pour ton club. Et mon logo, c'était un triangle avec un Rottweiler, avec un kimono, bras croisés et très méchant comme ça, parce que tous les gars du jiu-jitsu avaient ces logos. Il y avait des lions, il y avait Gracie Barra avait le monstre de la Tasmanie. Tout le monde était des animaux agressifs parce qu'on était des bagarreurs de rue. On n'était pas des gens du club. C'était la renaissance du jiu-jitsu, on va dire. Renaissance du jiu-jitsu. Donc on était tous dans cette renaissance et notre miroir, notre exemple, c'était les Gracie de la façon qu'ils faisaient avant. Donc nous, on était la renaissance. À cette époque, ça commençait, le Japon commençait à connaître le jiu-jitsu brésilien, le États-Unis commençait à commencer le jiu-jitsu brésilien. Donc moi, j'ai décidé de faire mon logo. Et j'amène dans une boîte qui faisait des logos, une boîte très connue. Et elle a vu mon logo, le monsieur est resté un peu en silence. Et il a dit, tu sais, ton logo ne va pas survivre autant. Je dis, mais comment? Il est comme tous les autres. Il a dit, non, tu sais, t'as déjà remarqué que le surf est en train de changer? Il faut que tu fasses un logo qui survit dans le temps, que d'ici 30 ans, quelqu'un va regarder et va dire, mais c'est toujours d'actualité. Oui. Donc, si tu mets un animal avec cette air agressive, peut-être qu'il y a des gens qui sont religieux qui ne vont pas porter. Peut-être qu'il y a des mamans qui veulent pas que leurs enfants portent cette image agressive. Donc, tu vas avoir un groupe de personnes qui va s'entraîner avec toi. Et des autres ne vont pas s'approcher seulement parce que tu as le mauvais logo. Oui. Donc, c'est mieux que tu fasses un logo un peu qui tout le monde peut se retrouver dedans. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Et moi, j'avais vu quelque chose qui m'a vraiment, vraiment attiré. C'est le logo de Keiko Race. Il y avait un K, mais quand tu regardes le K, tu avais l'impression que c'était une lettre chinoise. Oui. Oui, tout à fait. Au japonaise, on peut dire comme Ouais, ça. ouais. Et moi, je me suis dit, je veux quelque chose qui ressemble à ça. Et moi, je m'appelle Étienne Claude. Et au Brésil, tout le monde s'appelle De Souza, De Franca. Et les seuls qui ont réussi à maintenir leur nom dans leur équipe et que personne n'arrive à changer, c'est les Gracie, parce qu'ils ont un nom différent. Oui, oui. Mais le reste du Brésil, c'est les De Souza, De Franca, et tout le monde a les noms pareils parce qu'on Parce qu'il y a beaucoup de descendants d'esclaves. Et que les un pays esclaves d'immigration portaient aussi. portaient les noms des exact. maîtres, etc. Les esclaves portaient Et- le nom des maîtres. Donc, les deux Santos, les deux Souza, il y a des gens qui ne savent pas, mais on n'est pas de la famille Santos du Portugal. On est descendants d'esclaves de ces gens-là. Donc, Odos, ça veut dire appartient. Ouais. Donc, appartient à cette génération ou cette ferme. C'est les deux Souza, ça veut dire ça appartient à ces familles-là. La famille Souza. Souza. Donc, on a tous un peu les deux Franca. Franca, c'est l'action brésilienne pour dire français. D'accord. Donc, les deux Franca, ce sont des descendants des fermes d'esclavage françaises. Et donc toi justement, Et donc, ce qui avec ton compte, nom, avec c'est ton le prénom prénom. Mais français, je suis né en France, Étienne donc on m'a Claude, donné c'est français. 2 prénoms français. C'est 2 prénoms français. Étienne Claude. Et à mon époque, dans ma jeunesse, il y avait un Français qui s'en sortait dans les arts martiaux, dans la télé, qui s'appelait Jean-Claude Van Damme. Donc le nom Claude, ça pesait aussi fort dans le média que le nom Gracie. D'accord. Donc j'ai eu cette idée d'utiliser ce Claude pour booster mon nom
vers la visibilité des arts martiaux. D'accord. Parce qu'il y avait personne d'autre qui portait ce nom que Claude dans les arts martiaux. Et il y avait Jean-Claude Van Damme, qui était très médiatisé. C'était un Français. Moi, j'étais français. Donc, un Claude, ça allait faire la différence entre un Souza, un De Sotos. Oui. Donc, j'ai mis Étienne Claude. Et ces deux lettres, Le E et le C. le E et le C, j'ai commencé à les dessiner pour qu'ils aient une apparence de lettre chinoise. Et si vous regardez bien mon logo, vous pensez que c'est une lettre chinoise, mais c'est un E et un C, qui veut dire Étienne Claude. Mais c'est vrai que moi, j'ai su ça il y a pas très longtemps, en fait. En fait, je l'ai su après avoir fait le logo sur le mur du club. Ah ouais? Mais tout le monde pense que c'était un symbole chinois. Un idéogramme, en fait. Oui. Exactement, mais c'est mon nom. Et j'ai la feuille que j'ai commencé à dessiner, je l'ai toujours. Les premiers que j'ai commencé à dessiner, j'ai montré à ce bonhomme, il a dit ça va passer dans le temps. Vous voyez, vous êtes là aujourd'hui, vous portez le même logo. Ouais. Et vous avez l'impression qu'il était créé il n'y a pas si longtemps. Oui. si longtemps. Mais Oui. Et donc, après, dans ton histoire, si j'ai bien compris, quand Ismaël Souza s'est blessé en combattant et qu'il a arrêté de faire du jiu-jitsu, plus ou moins, tu as dû trouver une nouvelle affiliation finalement, et c'est là où tu as rencontré Omar Saloum. En fait, c'est pas qu'il a arrêté vraiment le jiu-jitsu, c'est que, comme j'ai dit au début, mon camp d'entraînement, c'était le Brésil. Donc, je me prenais 2 à 3 mois au Brésil que pour m'entraîner, matin, midi et soir, pour ramener ces jiu-jitsu en France. Parce que mes combattants français devaient se battre pas contre les Français, parce qu'il n'y avait pas de jiu-jitsu développé en métropole. Mes élèves se battaient contre des Brésiliens. Donc, j'amenais mes élèves se battre à Manaus, à Rio de Janeiro, au Brésil, à Belém. Et mon jiu-jitsu commençait à être connu parce que mes élèves français commençaient à gagner des titres brésiliens. Et en France, ça commençait à se développer, mais mes élèves commençaient déjà à être des grands champions. Et je faisais même des défis. Pour cela, je devais vraiment partir dans un camp d'entraînement assez rude et costaud. Donc, je partais dans le néon du jiu-jitsu, ça veut dire le centre de la force du jiu-jitsu, c'était Rio de Janeiro. Je me partais entraîner avec Ismaël. Et dans un de mes derniers voyages, il me raconte qu'il est blessé, qu'il s'est blessé dans un championnat. Il s'est cassé le genou. Et aussi, par rapport à ses choix de foi, il décidait d'être pasteur. Donc, il allait plus se dédier à entraîner des gens. Et il m'a dit d'aller voir Fabio Gurgel. Oh, les autres équipes, et l'équipe était, l'Alliance venait de se diviser. On avait Master qui se divisait d'un côté. On avait, Checkmate. Il y avait toutes les nouvelles équipes qui étaient en train de naître. Et Felipe Costa aussi a créé son équipe. Et moi, je suis un peu allé voir ces gens-là. Et comme le nord du Brésil, qui était Alliance, qui était Ismaël, à cette époque, il y a eu aussi l'ancien prof de la PAM, que c'était Paulo Guimarães. Il est parti. Et un ceinture noire est arrivé élève de De La Riva. Et le club de La Riva a commencé à prendre vraiment de la puissance par apin. Ça commençait à se développer beaucoup. Et Alliance a pris un coup par la division, tout cela. Je me suis senti un peu perdu. Oui. Et Omar Saloum, c'est quelqu'un du Nord. Il est à Manaus. Et lui fait partie de Gracie Humaitá. Et Gracie Humaitá, c'est le premier club de jiu-jitsu du monde. Et je me suis dit, pour la France, c'est pas bon qu'à chaque fois que je retourne au Brésil, il y a un changement. Ouais. On est pour une équipe, après on est pour l'autre, après on est pour l'autre. Et le club qui était un club qui était rassurant Et stable. et stable, c'était le club de Omar Saloum, Gracie Humaitá, qui était avec Royler. Oui. Parce que ce que Omar tu est un me élève, disais, c'était que Gracie Humaitá, en fait, ça a été créé par Hélio Gracie. Et c'était le club créé par Hélio Gracie. Donc, j'étais directement lié à Hélio Gracie, le fondateur. Et il était vivant à cette époque. Oui, oui. Donc, Royler est venu faire un stage à Belém, où je l'ai connu, Royler. Et je commençais à me familiariser avec cette équipe, Gracie Humaitá. Parce que Royler, lui, il était responsable de Gracie Humaitá au sud, à Rio. À Rio. Et Omar était responsable de Gracie Humaitá dans le nord. Dans le nord. Ça veut dire à Manaus. Ouais. Il était un grand champion. Omar, c'est un phénomène. Ouais. À l'époque, il arrivait ceinture noire dans 3 ans de pratique. C'était impossible. C'était 10 à 15 ans de pratique pour devenir ceinture noire. Quand je suis allé faire le championnat, j'allais faire le championnat du Brésil,
à Rio, j'étais dans la même catégorie à la ceinture bleue, j'étais dans la même catégorie de TDD. Et on avait le même poids. Je me souviens, mais Lili était le phénomène, hein. Omar Saloum était violette. À chaque championnat du Brésil, à chaque championnat du monde, il était champion, donc on lui passe cette ceinture. Oui. Donc Omar était déjà violette et moi j'étais bleu. Donc quand je reviens au nord, toute mon équipe qui était Alliance était devenue Gracie Maïta. Et ils m'ont dit, Étienne, tu es le plus âgé, tu es notre frère le plus âgé, on est une famille, on aimerait bien que tu intègres l'équipe Gracie Maïta. Et moi, je me suis dit, non, je reste avec Alliance, tout ça, je cherche une équipe. En fait, je me suis pas retrouvé dans les équipes qui se sont formées. Et là, j'ai parlé avec Omar Saloum. Là, Saloum, ce serait un plaisir que tu nous rejoignes. Et là, ça fait presque 20 ans que je suis Gracie Maïta. Mais je suis arrivé en ceinture noire dans l'Alliance, avec Ismaël Souza. D'accord. Et donc là, tu rentres chez Gracie Maïta avec Omar Saloum. Et là, mon pôle d'entraînement commence à devenir Manaus. Eh oui. Mais mes camps d'entraînement commencent à devenir Manaus. Avec tes élèves. Avec mes élèves. Ceux d'Omar. Et Manaus, c'est le pôle de formation des plus grands combattants du jiu-jitsu du monde. Ouais. C'est de là que sortent les plus grands combattants du monde. Et moi, je pars m'entraîner avec Omar Saloum. Donc, mon ADN du jiu-jitsu, c'est Godoy Macaque, avec leur jiu-jitsu Valitudo. Ismaël Souza, c'était une des plus grandes familles de jiu-jitsu de l'époque. Il y avait 3 grandes familles de jiu-jitsu, des ceintures noires. Quand on appelle grande famille, c'est pas qu'il y avait plus de clubs, mais qu'il y avait plus des ceintures noires de la même famille. Donc les Gracie avaient plus de ceintures noires de la même famille. Après, leurs cousins, que c'est les Machado, avaient 9 ceintures noires de la même famille. Et les Souza, c'était Ismaël Souza, ils étaient aussi 9 ceintures noires de la même famille. Donc, c'était la 3e plus grande famille de ceintures noires du Brésil. Donc, c'était les meilleurs. Et avec eux, après, je suis parti avec Omar Saloum, qui était champion du monde, qui est toujours champion du monde dans sa catégorie. C'est un très, très grand combattant. Il forme des très grands champions, de très grands techniciens. Et moi, je suis allé dans son pôle d'entraînement à Manaus, en sachant que là-bas, il y avait l'équipe Osvaldo Alves, c'était les phénomènes du jiu-jitsu brésilien. Et donc, on allait s'entraîner là-bas. Et là, les premiers Français commençaient à gagner des compétitions de jiu-jitsu brésilien à Manaus. On a même la femme d'Edipo, qui est championne dans la ceinture bleue à Manaus. Et que c'était le pôle de jiu-jitsu. Et aujourd'hui, il a un club à Paris. Et sa femme était championne du monde à Manaus. C'est la première femme que je fais. Elle est championne du monde, championne du tournoi du nord du Brésil à Manaus. Donc les Français commencent à gagner des compétitions au Brésil dès 99. 2000. Quand 2000, les clubs commencent à se structurer en France, les Français de Guyane française étaient déjà champions au Brésil. C'est ça que les gens doivent savoir. Ouais. On a des titres du Brésil qu'on a gagnés en 99, année 2000, en jiu-jitsu brésilien pur. Oui. C'est pas du judo, hein, c'est du jiu-jitsu brésilien pur. Et ce qu'il faut redire aussi, c'est que quand toi, tu prends ta ceinture noire, donc en 2003, en fait, l'IBJJF vient juste de naître. Ouais. Et toi, tu es déjà ceinture noire. J'étais déjà ceinture noire. J'étais déjà en France. IBJJF commençait à faire ses preuves. Elle commençait à faire la concurrence avec elle avait une fédération au Brésil, la fédération brésilienne, qui est devenue IBJJF après. Et sachant que les fédérations au Brésil et aux États-Unis, c'est des entreprises, hein. Oui. C'est pas comme en France, hein. C'est pas l'État, c'est des entreprises. Et on choisit la fédération qu'on veut participer, qu'on veut se battre, parce qu'à chaque fédération il faut payer tout ça. Donc à cette époque, IBJF ne m'intéressait pas trop. Non, c'était ouais, parce que j'étais déjà dans les grandes fédérations du Brésil. Ouais. J'étais dans les fédérations anciennes, les premières fédérations du Brésil. Je faisais partie des premières fédérations du Brésil. Donc IBJJF à l'international, déjà pour avoir un visa pour aller aux États-Unis, c'était très difficile. Les champions du monde qu'on disait, c'était pas des vrais champions du monde. Parce que c'est on disait que c'était des gringos. Ça veut dire quelques Brésiliens qui arrivaient à entrer aux États-Unis, oui, avec les gringos qui apprenaient le jiu-jitsu aux États-Unis. Ils ont fait le championnat du monde. Oui. Donc, les premiers championnats du monde BJF, je dis pas que c'était des vrais champions.
Parce que les vrais champions étaient au Brésil. Ah. Et moi, j'allais au Brésil avec mes élèves et ils étaient champions au Brésil. Donc pour moi, c'était plus un honneur de faire des champions brésiliens et de montrer au Brésil que les Français étaient en train de se présenter, être de forts combattants, qu'être un combattant IBJJF. Oui. Mais encore aujourd'hui, c'est pas si évident pour un Brésilien d'aller aux États-Unis pour combattre, Toujours, ou en Europe. toujours ça. C'est toujours pas facile Au d'avoir des Brésil, on visas, dit tout que ça. si beaucoup de champions qui sont aux États-Unis et même des champions d'Europe, si par à Manaus, ils se font allumer. Ouais. Parce que là, ils ont le jiu-jitsu de source. Oui, donc il y a quand même des gens qui peuvent pas se déplacer aussi facilement que ça dans aussi le monde facilement. pour faire des compétitions de jiu-jitsu. Je me souviens souvent que Omar Saloum m'a toujours dit que il était champion du monde, mais il y avait un gars à Manaus qui n'arrivait pas à passer ce gars. À chaque fois qu'il tombait sur ce gars, il perdait le combat pour ce gars. Et ce gars n'est jamais connu des médias. Mais Omar Saloum n'arrivait pas à le gagner. Et il n'arrivait pas à le passer, ce gars. Et Omar Saloum est très, très connu parce c'est un avocat. Omar Saloum, c'est devenu vraiment un ami. C'est lui qui m'a aidé à fonder le club que j'ai aujourd'hui. Après, je suis parti en formation aussi en France pour établir. J'ai eu de la chance de rencontrer de très bons entraîneurs, de très bons profs d'éducation physique et sportive. Et moi, j'ai appris toute la pédagogie. J'ai amené cette discipline en France jusque quand je décide de venir en métropole. Alors justement, c'est en 2011 que tu arrives en métropole pour des raisons personnelles. Ouais. Et À Marseille. À Marseille. Et que là, donc... J'étais déjà troisième dan à l'époque. Voilà. Et là, tu comptes pas du tout faire un club de jiu-jitsu? Non, moi, je voulais pas faire. Oh là, t'étais autre chose. Il faut savoir que j'ai mis les kimonos dès l'âge de 7 ans. Hein. Oui. Donc, j'ai jamais lâché les kimonos. Mais t'avais fait une sorte de pause, en fait. Ouais. Et c'est parce que plusieurs t'ont demandé avec... J'ai découvert que... Moi, il y a une histoire que j'adore, c'est la fois où t'es chez le boucher. Ah ouais, c'est exactement. Je vais acheter de la viande sur un boucher. Et là, je vois le patron du boucher qui dit, toi, tu fais du jiu-jitsu. Moi, j'ai une seule oreille cassée. L'autre n'est pas cassée. Hein? Et Elio disait que la plus grande démonstration que tu étais un mauvais ceinture blanche, c'est que tu t'es fait casser les oreilles. Tu savais pas te défendre. Donc, à mon époque, la mode des oreilles cassées commençait à disparaître. Parce que c'est venu plutôt des judokas qui avaient beaucoup les oreilles cassées. Donc, quand tu étais un jiu-jitsu comme Walid Ismaël qui avait les 2 oreilles cassées, c'était le pitbull. Ouais. Mais Elio a sorti cette phrase. La meilleure phrase, parce que ses enfants n'avaient pas les oreilles cassées. À part Rickson, mais Roller n'avait pas. Tu vois. Donc, il a dit, la meilleure façon de démontrer que tu étais un très mauvais ceinture blanche, c'est que tu as les oreilles cassées. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous n'avez pas les oreilles comme des choux-fleurs. Et vous êtes de très forts techniciens. Donc, j'ai commencé à protéger mes oreilles de la meilleure façon. Et je me sentais mieux quand je protégeais mes oreilles. Mais j'ai quand même une oreille cassée. Et ce boucher me regarde et me dit, tu fais du jiu-jitsu? À cause de ton oreille. À notre oreille. Je dis, oui. Il dit, tu es qui? Je dis, je suis brésilien. Je dis, oui, je suis brésilien. Et il a dit, t'es quelle ceinture? Je suis noir. Et il a dit, c'est impossible. Il y avait un seul noir, je crois que c'est un gars qui a passé, c'est pour Marseille, qui avait fondé le premier club, il était parti. Il y avait plus de ceinture noire. Dans toute cette région, je pense que de Lyon vers le sud de la France, il n'y avait pas de ceinture noire. Et j'étais déjà troisième dan. Et il n'y avait pas de compétition du tout à Marseille. Tout s'est concentré à Paris, et quand il a découvert, il a dit, je veux prendre des cours particuliers avec toi. Et je voulais pas donner de cours du tout. Et en 2011, il m'a dit, combien tu veux pour me donner de cours? Et moi, j'ai fait un truc au pif comme ça pour qu'il me laisse. Je lui dis 50 € l'heure. Il m'a dit, je te paye. Je lui dis, il faut minimum 2 heures par jour. Il m'a dit, je te paye. Ah, mon frère, il m'a pété ce bonhomme. Et je dis, ok. Tu avais dit le prix comme ça pour le dégoûter. Pour le dégoûter. Et il me payait toute la semaine. Et des fois, il me payait avec de la viande. Donc, je prenais des chariots de viande et je commençais à entraîner derrière l'église où j'avais. Il venait. Après, pour les dégoûter, c'est un musulman. Je dis, je t'entraîne si tu viens prier avec moi à midi. Parce que je pensais qu'il y avait une guerre entre musulmans et chrétiens. Je dis, il va pas venir, hein. Il dit, non, je viens prier à midi avec toi. Et il venait à midi. Il faisait sa prière d'un côté. Moi, je faisais ma prière de l'autre. Et après, on partait au tatami et on s'entraînait. En fait, là, ici, et un jour, il m'a dit, Étienne,
tu as une pédagogie il n'y a pas de ceinture noire ici. Il n'y a rien pour le jiu-jitsu. C'est à l'époque que je rencontrais un peu Léo, qui s'entraînait un peu. Il y a mon fils qui est revenu du Brésil, GL, qui était basketteur et il avait quitté le jiu-jitsu dès l'âge de ses 11 ans. Il avait 18 ans. Il m'a demandé de revenir au jiu-jitsu. Il y avait quelques clubs que j'allais promener là-bas. Il n'y avait pas de ceinture noire. Donc tout le monde dit, Etienne, il faut que tu fasses quelque chose pour le Sud. Tout le monde est au Nord. Et moi, je me suis dit, si je reprends le jiu-jitsu, c'est pas pour moi. C'est pour amener quelque chose pour le Sud, pour la France, pour Marseille, il faut qu'on fasse quelque chose que ce sera pas pour moi parce que tout ce que j'ai gagné pour moi, j'ai déjà gagné. Ça m'intéresse plus de faire un jiu-jitsu pour moi. Parce qu'en Guyane, j'y suis arrivé à 600 élèves. 600 élèves. Et donc, c'est comme ça que tu as créé le club. Je crois que c'est le Boucher, d'ailleurs, qui a payé les premiers tatamis, je crois. J'avais toujours le même, j'ai gardé toujours le même nom. Oui. J'ai officialisé ce nom, j'ai changé le nom du club qui était Judo Jiu-Jitsu Club. Je l'ai mis en Etienne Claude Jiu-Jitsu. Là, c'est la première fois que le nom Etienne Claude Jiu-Jitsu apparaît dans les papiers. Il était dans le kimono, mais pas dans les papiers. Et ce Boucher m'a dit, loue-toi une salle. Et je savais pas vraiment où il a dit à Castellane, et j'ai trouvé une salle. Et j'ai loué la salle. 85 rue d'Italie. 85 rue d'Italie. Mais j'avais aucun élève. Je vais, c'est ces gars qui s'entraînaient avec moi. Et il m'a dit, mais comment tu vas payer le tatami? Moi, comme j'avais 600 élèves en Guyane française, je pensais que c'était facile. Tu ouvres une salle et les gens s'inscrivent facilement à la queue. Ah ouais. Donc, il m'a dit comme ça, mais t'as déjà les tatamis? Je dis non, je vais faire les inscriptions. Quand les inscriptions vont entrer, j'achète les tatamis. C'est plus de 2500 € les tatamis. Ah oui. Il m'a dit, mais comment tu vas faire? Je lui dis, je t'ai dit, je fais les inscriptions. Et après, il m'a dit, mais tiens, c'est pas vraiment comme ça. Tiens, viens chercher l'argent ici, demain, je te donne pour acheter les tatamis. Je lui dis, mais comment tu me sponsorises? Il a dit, tu veux pas que je te paye tout quand même, hein? Je te paye les tatamis. Je lui dis, mais comment je te donne. Et il m'a donné, je veux que tu me fasses un reçu de ton club, comme donation, et je te donne. Et il m'a donné les premières surfaces de tatamis. Et plus jamais il est venu s'entraîner avec. Dès que je suis devenu un club, il a été trop occupé, il est plus venu. C'est un grand ami à moi, mais c'est lui qui m'a démarré. Je dis que c'est celui qui était, le patriarche, en fait, de ce jiu-jitsu en Sud. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à travailler pour que le jiu-jitsu se développe en France. Et tous les gars qui étaient ceinture violette, ceinture marron, qui étaient au Sud, qui étaient perdus, sont tous venus un peu s'entraîner avec moi. Et j'ai pu un peu les donner tous les clubs qui sont à Marseille, la plupart des clubs qui sont au Sud, la plupart ont passé dans mon club. Même Gracie Barra, qui est très connu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est arrivé dans mon club aussi, que j'ai pu le guider, le montrer. Le club de Cassis est venu. Tout le monde qui était un peu perdu, qui n'avait pas de maître, que leur maître était au Brésil, au Portugal, sont venus un peu, ils avaient cet appui. Et moi, je me suis dit, je suis là pour vous. Ouais, à un moment, je rappelle, quand je débutais, il y avait les gars d'Avignon, je crois, qui venaient. Ah ouais, Avignon, et tout ça. Maintenant, ils sont ceinture noire. Donc, j'ai pu être cet appui comme je voulais. Je dis, je reviens au jiu-jitsu, pas pour moi, mais pour donner. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, on a la fédération, on a les grandes. Je pense que j'ai fait mon rôle. Oui. Au début, en amenant cet art en France. Et maintenant, créons la fédération pour les Français. Donc, la fédération CEJJS. Exact, c'est pour les Français. Président. Donc, je suis le président. J'ai fait ça pour développer. Et maintenant, on est en train on a fait une alliance avec Ismaël Souza, qui a la fédération professionnelle au Brésil. Qui a le CBJJP. Exact, qui a le même pouvoir juridique de l'IBJF. Et nous sommes en train de travailler le projet pour diplômer tous ceux qui ne sont pas diplômés, reconnus au niveau international comme ceinture noire, où l'IBJJF ne veut pas le faire. Je dis souvent que quand l'IBJJF est né, j'étais déjà là. Ismaël Souza était déjà là, les fédérations brésiliennes étaient déjà là. Par contre, au niveau du budget, ils se sont vraiment enrichis et ils imposent au niveau mondial comme si c'est les patrons. Oui. Je connais beaucoup de Français qui pensent que l'IBJJF, c'est le dieu du jiu-jitsu. Ils étaient même pas là quand j'ai commencé le jiu-jitsu. Ah oui. Donc, il faut comprendre qu'il y a des autres fédérations qui sont très connues, très réputées, qui reconnaissent des ceintures noires et se reconnaissent au niveau international. Bien sûr
que BJJF, c'est une entreprise. Quand il reçoit un diplôme de ces autres fédérations, ils vont dire non, tu te bats pas avec ces fédérations. On reconnaît pas ce diplôme. Mais c'est eux qui reconnaissent pas le diplôme. C'est pas l'État qui ne reconnaît pas le diplôme. C'est pas les pays qui ne reconnaissent pas le diplôme. C'est une entreprise. C'est l'entreprise BJJF qui ne reconnaît pas le diplôme. Mais le pays que tu amènes, c'est les pays que tu amènes ces diplômes, les nations qui reçoivent ces diplômes et qui sont des diplômes reconnus par l'État brésilien, savent que ces diplômes, c'est des vrais diplômes. Ouais, surtout que la fédération d'Ismaël, il y a des ceintures rouges. Il y a beaucoup de ceintures rouges. Les fondateurs du Brésil sont tous dans cette fédération. Donc, nous allons amener cette année pour la France les diplômes reconnus mondial comme des ceintures noires. Et la plupart des gens qui sont en train de se faire taper dans leurs pieds pour empêcher d'avancer dans le jiu-jitsu pourront être reconnus comme ceintures noires au niveau mondial à travers de ces fédérations. Toi, tu as été reconnu par donc cette fédération d'Ismaël, la CBJJP. À l'été 2023, tu as été reconnu comme cinquième dan du jiu-jitsu brésilien. Mais je suis BJJF aussi. J'ai dû me plier à l'exigence des BJJF parce que Omar Salom et Gracie Omaita, ils sont dedans. Donc, j'ai dû me plier. Aujourd'hui, notre club est reconnu BJJF. Nous avons l'agrément du BJJF. Nous avons aussi l'agrément de la fédération d'Abu Dhabi. Nous avons de toutes les fédérations où nos élèves veulent s'inscrire. Nous sommes affiliés, quoi. Nos élèves ceinture noire, ils sont reconnus par l'IBJJF. Mais ce que je veux être clair, c'est que l'IBJJF, c'est pas elle qui a le droit de dire qui est ceinture noire, qui n'est pas ceinture noire. Ça, c'est faux. Oui. BJJF est né dans les années 2000, 2002, et il y avait déjà des fédérations au Brésil. Et l'État brésilien reconnaît au niveau mondial des ceintures noires données par des autres fédérations. Il y a combien de ceintures noires aujourd'hui chez Étienne Claude à Marseille? À Marseille, aujourd'hui, nous sommes 11 ceintures noires dans le club de Marseille. C'est le club qui a plus de ceintures noires, je pense, qu'au sud de la France. Donc, Philippe, qui est là avec nous, qui est un de nos ceintures noires. Et depuis un an, oui. On a plusieurs ceintures noires. Et en Guyane française, j'ai formé aussi plusieurs ceintures noires qui sont même des champions du monde. Oui. Il faut savoir que la Guyane française, tous les clubs qui sont en Guyane française sont sortis de moi. Et beaucoup qui sont partis aussi en Guadeloupe, Martinique, sont sortis de mon club. Et à Paris, il y a beaucoup de ceintures noires qui sont sortis de mon club, qui sont venus en France. Aujourd'hui, dans toute la France, un peu, j'ai des gens qui sont sortis de moi. Oui, on en voit régulièrement aux compétitions. Ouais, qui sont en train de revenir doucement et qui sont là. On a encore quelques petites questions un peu signature du podcast à te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à la ceinture blanche que tu étais? Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même quand tu étais ceinture blanche. Je me dirais que tu as fait un bon choix. Parce que le jiu-jitsu, c'est pas que un art martiaux. C'est un art qui t'amène à une liaison fraternelle. Toutes mes amis de l'époque du jiu-jitsu, je suis toujours ami avec eux. Et mes élèves deviennent amis de ces gens-là. Et que leurs enfants sont venus s'entraîner avec moi. Et sinon, ils s'entraînent avec mes élèves. Et qu'on garde ce lien du jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, il te donne ce lien fraternel. Nous avons une ceinture noire maintenant qui est au Brésil. Elle est en train de promener dans notre club. Et mes anciens collègues sont en train de le recevoir comme quelqu'un de la famille. En n'importe quel endroit du monde que je vais, il y a un combattant de jiu-jitsu de mon époque, un prof, qui va me recevoir comme un membre de sa famille. Et quand je le reçois ici. Donc, j'ai dit que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que dans le jiu-jitsu, on retrouve bien plus que l'art martial aujourd'hui. On retrouve vraiment un mode de vie. Oui. Moi, avec mes élèves, avec vous, je vous vois pas comme un client, ni comme un membre d'une association. Je vous vois comme membre de ma famille. J'ai tellement confiance en vous, mais tellement confiance en vous que je peux tourner mon dos. On dit au Brésil, je tourne mon dos vers toi et je sais que tu vas pas me donner un coup de couteau dans le dos. C'est une expression, c'est une expression brésilienne. Et j'ai confiance que où que je sois, au dehors du tatami, si j'ai besoin de votre présence, un appel suffit. Oui. Oui. Et il y a aussi le jiu-jitsu, c'est un art qu'on est vrai.
le mot mensonge n'existe pas dans notre entourage. Parce que dans la famille, on peut pas se mentir. Parce que je vous connais vos qualités, je vous connais vos défauts, et vous connaissez mes qualités et mes défauts. Donc, je peux pas vous mentir. Donc, il y a cette possibilité d'intégration tellement forte que on se côtoie pendant 15, 20 ans. Il y a tellement de partage que personne peut parler de Philippe à moi quelque chose contraire que ce que je connaisse de Philippe et de sa femme, tu vois, et de tous mes élèves, personne peut parler parce que moi je les connais tellement comme ils me connaissent. Parce que je sens que, je sais pas si vous avez la même impression, mais dans notre clan, dans notre famille de Jiu-Jitsu, ça peut pas avoir. C'est choquant si on découvre que quelqu'un nous a menti. Je sais pas si pour vous c'est la. Oui, il y a un rapport particulier. Mais c'est vrai que dans notre club, il y a un rapport particulier, mais je pense que ça existe aussi dans d'autres clubs. Ouais. Je me rappelle avoir été en stage avec Roger Grécy en Espagne, et il y avait le père de Roger, Mauricio, qui était là avec des élèves à lui et avec sa femme et les enfants de sa femme et puis ses élèves aussi. Et à la fin des cours, il s'asseyait au bord du tatami comme tu fais. Et en fait, ses élèves venaient s'asseoir, ils venaient s'asseoir à côté de Mauricio et ils lui parlaient comme on parle à son maître en fait. Et moi, j'étais là. J'étais pas dans mon pays, j'étais dans un stage avec des gens que je connaissais pas et je me sentais comme une étrangère et je les regardais et je me disais moi aussi j'ai ça chez moi. Moi aussi à la fin de mon cours, je m'assois à côté d'Étienne et je parle à mon maître comme à un membre de ma famille. Il y avait ce côté très familial de se retrouver assis au bord du tatami à la fin du cours et ça me manquait. Je ressentais le manque à ce moment-là. Moi, j'appelle ça de bienveillance. Dans mon club, ils disent, ici, tu développes au regard du maître, bienveillant du maître. Parce qu'en fait, on n'a pas que la partie arts martiaux. La personne qui veut s'entraîner, elle va donner une heure de sa vie très importante, qu'elle pouvait être dans un restaurant en train de manger, qu'elle pourrait être ailleurs. Elle va transpirer avec toi, elle va faire du sport avec toi. Et pour cela, avec le temps, ça devient presque religieux. Il nous reste très très peu de temps pour terminer. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la place des femmes dans le jiu-jitsu? L'histoire du jiu-jitsu, c'est que c'est un art qui il ne prend pas en compte ni l'âge, ni poids, ni sexe. À chaque femme qui arrive dans mon club, c'est un moment de prouver qu'elle a sa place. Et que moi, vous voyez, une femme, quand elle arrive, elle a toute la contrainte extérieure en essayant de la positionner dans une position de faiblesse, d'infériorité, en deuxième plan. Et le jiu-jitsu brésilien, il a amené à cette opportunité aux hommes faibles et même aux des gens qui n'ont pas une corpulence de combattants. Et même aux femmes, il a dit, vous êtes dans un état égaux. Il a dit, le jiu-jitsu brésilien, ça ne prend pas en compte ni l'âge, ni poids, ni sexe. Déjà, c'est un sport anaérobique, différent des autres sports martiaux. La plupart des sports martiaux sont aérobiques. Ils ont besoin d'un cardio. Et beaucoup d'explosions. Le jiu-jitsu, il est anaérobique, donc il a besoin de presque pas de cardio. Mais beaucoup de résistance. Donc, il n'y a pas plus fort et résistant qu'une femme, hein. Tout ce qu'elle subit, tout ce qu'elle fait. Donc, elle a vraiment sa place là. Et on dit souvent que tu peux être un super cycliste, tu peux être un super grimpeur, faire des escalades, tu peux sauter en parachute. Mais si tu ne sais pas nager, on te met dans l'eau, tu te noies. Donc, deux hommes dans une piscine, ils ont le même poids. Au sol, c'est la même chose. Quand vous ramenez quelqu'un au sol, vous remarquez que les deux deviennent avec pratiquement le même poids. Oui. Ouais, et quand la femme, elle prend un individu masculin, elle l'amène au sol, il y a plus de hommes musclés, âge.
on devient en même poids, Oui, ça au égalise. même niveau. Ouais. Et là, toute la capacité d'intelligence, d'apprentissage, de résilience et de la force féminine que cette résistance que le jiu-jitsu brésilien a, c'est un art de résilience. Elle arrive à se surpasser. Ouais. Donc, un des meilleurs moyens de démontrer que le jiu-jitsu est efficace, c'est par une femme. Moi, j'ai fait ça avec ma première ceinture noire, c'était ma sœur. Ouais. Et c'est avec elle que j'ai démontré qu'elle pouvait gagner un légionnaire qui faisait Le double du poids. de son poids et qui était un homme de guerre. Ouais. Et ma sœur, c'était une adolescente. Ouais. Même toi, aujourd'hui, tu te bats avec des hommes. Donc, aujourd'hui, tu remarques que dans ton chemin, l'homme, c'est pas l'invaincu. Ça veut dire que la méthode brésilienne jiu-jitsu, cette méthode que Helio a créée, de se déplacer et de se mettre en mouvement de dos au sol par la crevette, tout cela, a donné cette possibilité de ne plus prendre en compte ni l'âge, ni poids, ni sexe. L'âge à cause du cardio, c'est pas le même cardio. On n'a pas besoin de rester dans l'aérobie, c'est comme la muscu, il y a un aérobie. Donc un gars de 70 ans, il peut faire de la muscu et devenir aussi costaud qu'un jeune. Mais par contre, il peut pas courir le 100 mètres. Parce que le 100 mètres est aérobie. Donc, Philippe, tu es arrivé, tu avais déjà un certain âge, tu es ceinture noire et tu te bats que avec des jeunes. Moi, j'ai 50 ans, bientôt je serai 51 ans et je me bats toujours avec des jeunes. Avec mes enfants, tout ça. Donc, tout ça, c'est le plaisir. Donc, la femme a tout à fait sa place. Venez nombreux. J'ai toute une méthode de jiu-jitsu à vous enseigner pour que vous arriviez à très vite l'efficacité. Par contre, j'ai un conseil à donner. Choisissez des gens qui ont appris le jiu-jitsu brésilien depuis la base. Parce que la plupart des clubs qui sont des gros clubs en France, c'est des clubs qui sont des descendants de judo, de sambo. Et la lutte a toujours existé. La gréco-romaine, le sambo, le judo, la lutte africaine, le combat corps à corps, les clés, tout ce que vous voyez, c'est pas brésilien jiu-jitsu. C'est du combat. C'est de la lutte. Le jiu-jitsu brésilien, c'est une méthode assez particulière. Et c'est que qui s'est entraîné dans le vrai jiu-jitsu brésilien qui veut vous transmettre cet art. Sinon, ils vont vous transmettre leur combat à la brésilienne. Ouais. On a beaucoup de clubs qui se sont des ceintures noires de sambo, de judo, de gréco-romaine, de la lutte, et qui ont appris à faire la crevette, à se battre de dos au sol, à tenir dans la garde, et c'est devenu des ceintures noires de jiu-jitsu brésilien. Mais ils enseignent à la méthode de leur art qu'ils ont appris, au judo, du sambo, et à la fin, c'est un mélange de tout cela. Et aujourd'hui, je vois souvent les gens dire tu m'as gagné parce que tu es plus lourd que moi. Tu as gagné parce que tu es plus fort que moi. Tu as gagné, c'est parce que tu es plus jeune que moi. Et le jiu-jitsu, c'est pas ça. Le jiu-jitsu, tu dois être capable de te battre d'égal à égal sans prendre en compte ni l'âge, ni poids, ni sexe. Donc, si vous voulez apprendre ce jiu-jitsu, cherchez un club qui s'est entraîné au Brésil dans ce jiu-jitsu-là. Et si vous êtes vers Marseille, venez au 85 rue d'Italie. Je pense qu'il n'y a pas un autre. Voilà. La plupart des ceintures noires qui sont à Marseille, c'est tous des anciens judokas. Ou sinon, ils viennent des autres arts martiaux. Et maintenant, il y a une nouvelle génération qui commence à devenir... Mais ils ont appris avec qui? Avec les anciens judokas. Juste 2 mots sur la technique que tu vas nous montrer, là, la technique qu'on a filmée avec toi. Ça tombe bien. Juste 2 mots là-dessus. Dans la technique que je veux montrer, je ne veux pas montrer des clés. Je vais pas montrer des super mouvements berimbolo parce que je veux vraiment démontrer c'est quoi le jiu-jitsu brésilien. C'est le domaine de l'adversaire et les déplacements qui sont faits à partir que Helio a créé la forme de se déplacer et qui permet que tu arrives plus vite à l'efficacité. Donc, je vais montrer simplement comment maîtriser quelqu'un au sol dans le 100 kilos sans qu'il puisse bouger et te permettant de te libérer pour avancer dans ton jeu. Et je veux montrer l'efficacité de comprendre les bases du jiu-jitsu au sol, ce que personne n'explique. Quand on arrive dans un club de jiu-jitsu de l'actualité, on te montre plein de clés, on te montre plein de mouvements, et même ton corps n'est pas préparé pour cela. Et tu ne comprends rien du tout de ce que tu es en train de faire. Tu es dans une imitation, dans une répétition.
Chez moi, je t'apprends à connaître c'est quoi cet art. Je t'explique cet art. Je t'explique quelles sont son efficacité et pourquoi tu dois faire ces gestes, ce mouvement, qu'est-ce que ça veut dire pour après que tu connaisses là, que ton corps arrive à maîtriser cela, tu peux rajouter toutes les clés, les mouvements que tu veux, que ces clés-là, tu vas trouver dans toutes les autres arts martiaux. Tout ce qui est armlock, triangle, clé américaine, tout ça, on va trouver dans toutes les arts martiaux. Ce n'est pas ça le jiu-jitsu brésilien. Mais si vous voulez apprendre le jiu-jitsu brésilien, venez me voir. Voilà. Merci infiniment, Étienne, pour cette interview. C'était très riche. Merci, c'était un plaisir. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Vous allez voir un peu les photos de mon parcours. Et j'espère que j'ai pu éclairer à tout le monde qui se pose la question qui est cet Étienne, qui est arrivé en France en 2011 avec ses 3 barrettes à l'époque. Aujourd'hui, je suis 5e dan. Je suis président d'une fédération. Maintenant, vous allez connaître la vraie histoire d'un Français qui a commencé à s'entraîner au Brésil, le vrai jiu-jitsu, depuis les années 91, 92, et qui aujourd'hui est 5e dan du jiu-jitsu. Je me considère le ceinture noire le plus gardé français. Parce que j'ai commencé le vrai jiu-jitsu depuis la ceinture blanche, avec des vrais combattants du jiu-jitsu jusqu'à la ceinture noire. Je ne suis pas venu en train d'arriver à être un ceinture noire de judo, un ceinture noire de sambo, et j'ai pratiqué le jiu-jitsu. Non, je me suis entraîné depuis la ceinture blanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, je suis très honoré d'être dans le club d'Étienne avec Léo. Ils vont nous montrer les fondamentaux du jiu-jitsu brésilien. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous passer un peu de ma connaissance de tout ce que j'ai pu comprendre et développer en relation avec le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, il est connu comme l'art qui, un plus faible peut être supérieur à un plus fort. Et c'est ça, c'est le rêve de toute personne qui veut se lancer dans les arts martiaux. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui a un corps qui n'est pas favorable à une défense contre quelqu'un de plus grand et qu'on le voit réussir, on se dit ça c'est la bonne art. On a vu dans l'histoire des arts martiaux comme Bruce Lee, il était petit, mince et il arrivait à gagner des colosses. Mais après quand on voit son historique, sa forme d'entraînement, on dit que c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment être un athlète. Le jiu-jitsu brésilien est venu avec une différence. C'est un art martial où vraiment tout le monde peut commencer à n'importe quel âge, n'importe quel sexe, n'importe quel poids, et il peut réussir. Qu'est-ce qui fait de cela un art différent de toutes les autres? Quel est le secret de cet art? Sûrement, vous devez vous dire, ça doit être les clés. Si vous regardez bien toutes les combats de jiu-jitsu brésilien, ils finissent pratiquement tous par les mêmes clés. Armlock, triangle, et mata-leão. Et ces clés-là, on les voit dans toutes les arts martiaux. Donc, c'est pas vraiment là le secret du jiu-jitsu brésilien. Qu'est-ce que Elliot a dû développer et créer? Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous montrer en détail. Ici, nous avons le professeur Léo qui va un peu me servir de cobaye et il va vous démontrer. Donc, le jiu-jitsu brésilien, c'est le seul art martial qui il a pu être capable d'avoir une ascendance, une supériorité sur son adversaire, même en étant dans une position défavorable. Ça veut dire de dos au sol. Moi, dans cette position, j'ai développé un langage qui peut être facile pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le jiu-jitsu. J'ai dit que c'est le déplacement en X. Le déplacement en X, c'est être capable de se déplacer en utilisant, j'appelle le X de déplacement. Là, dans la position où il est, et il a un secret d'appui. Donc, le jiu-jitsu brésilien, et il arrive à se développer parce que il a des appuis très forts au sol, qui à l'œil humain c'est invisible, mais ils sont là. Ici, je dis que les 2 hanches sont collées au sol et les 2 épaules. Donc, j'ai dit qu'il y a 4 appuis. Les genoux, la règle, c'est que les genoux soient le plus proche de l'épaule. Plus il a sa jambe à 90 degrés, plus il est en déséquilibre. Plus ses genoux sont près des épaules, plus il est en équilibre. Moi, je suis dans une distance où je me méfie d'arriver trop près parce qu'il est vraiment avec ses genoux près des épaules. Si je mets une jambe le plus proche possible, il peut venir et m'attaquer. Par contre, qu'il a la jambe à 90 degrés comme ça et il veut m'attaquer, là, il est en déséquilibre parce que je peux passer très vite d'un côté ou de l'autre. Il est vraiment déséquilibré. C'est pour cela qu'il revient toujours
à avoir le genou le plus près d'épaule. Si, par hasard, je retire cette jambe et je l'amène à 90 degrés au plus, pour pas qu'il soit en déséquilibre, il faut qu'il approche son épaule. Et là, il a repris son équilibre. Quand je parle du X, qu'est-ce que ça veut dire le X? Le X, c'est vraiment la lettre X. Un exemple, il s'allonge, regardez bien, lève le bras un peu plus haut, exact, vous voyez, il a un X. Dans le jiu-jitsu, remets-toi, ce X va être utilisé pour se déplacer à chaque fois sur 2 points d'appui, 3 ou 4 points d'appui. La crevette que vous connaissez, il y a un pied au sol. S'il a ce pied au sol, comme je travaille sur la forme du X, le prochain appui, ce sera cette épaule ici. Donc, s'il a le pied gauche au sol, c'est l'épaule droite. S'il a le pied droit, c'est l'épaule gauche. On revient sur le... Et quand il se déplace, tout le reste n'a pas besoin d'être au sol. Il a besoin que de ce point d'appui. Crevette. Voyez bien. Il revient de l'autre côté. Crevette. Crevette, c'est cette position. Crevette en crevette. De l'autre côté. Il reste. Pourquoi il appelle de crevette? Elle lui a appelé de crevette parce que l'individu, il est vraiment comme une crevette quand on l'a fait cuire. Il est plié de cette façon. Donc, les 2 bras se tirent vers les pieds comme s'il voulait toucher les pieds. Il y a un seul point d'appui qui est ici. L'autre jambe, elle est carrément allongée et son corps est en forme de crevette. C'est pas un basculage de dos comme le fait les autres arts martiaux. Là, c'est une crevette. Il revient sur les 2 points d'appui, il remet l'autre point d'appui et il se déplace. Revient. OK, position. L'erreur, c'est que s'il lève trop les hanches, là, on appelle ça la position ballon. Vous voyez bien, il y a un espace. Quand il est dans cet espace, il est carrément déséquilibré. Je peux le tourner dans tous les sens. OK? Une fois qu'il a les 4 points d'appui au sol, là, il est plus difficile d'être bougé. Vous voyez bien? Donc, les 2 hanches et 2 épaules au sol. Dans cette position, il peut se déplacer de côté sans utiliser les bras. Il peut revenir et il peut faire un tour sur lui-même. En comprenant tout cela, je vais utiliser de toute cette connaissance pour pouvoir immobiliser mon adversaire. J'ai compris comment il se déplace. J'ai compris qu'est-ce qu'il a besoin pour se déplacer. Et j'ai compris d'où vient sa force dans le jiu-jitsu brésilien. Il vient de son déplacement qui est la crevette, qu'il utilise les points de déplacement que j'appelle le X de déplacement. Pour cela, à partir du moment que je pars vers une immobilisation, je dois penser à tout ce qu'il peut faire de dos au sol. Je sais qu'il peut se déplacer vers là-bas. Je sais qu'il peut se déplacer vers ici. Je sais qu'il peut faire le tour. Je sais qu'il a les points d'appui qui sont là. Qu'est-ce que je dois faire pour l'immobiliser? Donc, il y a une technique qu'on appelle, qui est connue comme le 100 kg. Donc, qu'est-ce qu'est le 100 kg? C'est l'immobilisation du tronc et les jambes pour qu'ils puissent pas se déplacer. 100 kg classique. On tient ici. On a les oreilles qui collent. J'ai les genoux pliés du côté des jambes et je tiens le pantalon ici. Lui, pour se protéger, il est ici et là. Ça, c'est le 100 kg classique qui l'empêche de bouger. Mais il va bouger souvent parce que je suis vraiment sous sa poitrine. En voyant tout cela, avec les années et mon travail de pompier, que j'ai travaillé pendant 9 ans comme pompier, j'ai compris que la colonne, elle est bloquée par rapport au cou. C'est pour ça qu'on utilise les colliers cervicales. J'ai remarqué aussi que si sa tête est de ce côté, rien ne peut l'empêcher de se déplacer en crevette avec le X de déplacement. Regardez bien, il se déplace souvent, donc il peut me pousser. Reviens. Donc, si je le mobilise en 100 kg et que sa tête arrive à tourner de ce côté, il me pousse et il sort quand même. Donc, pour cela, pour qu'il n'arrive pas à me retirer, je serai obligé à maintenir les 2 mains ici et utiliser toute ma force pour qu'il ne se déplace pas. Mais ça m'empêche de libérer des membres pour pouvoir attaquer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la technique que j'appelle la technique du collier cervical. Parce que si sa tête est de l'autre côté, il ne peut pas utiliser le X de déplacement pour se déplacer vers l'autre côté. Essaye. Il est bloqué, voyez bien? Et s'il essaye de faire la crevette de ce côté en utilisant ce point d'appui, tourne, la crevette, il me donne le dos et j'attaque le dos. Donc, il ne va jamais faire ça. Donc, en sachant que si je mets sa tête de ce côté, j'immobilise sa colonne, qui ne pourrait plus faire de crevette de l'autre côté. Et s'il fait de ce côté, il me donne le dos, je veux utiliser
la technique du collet cervical et je vais me placer au 100 kg en forme de X. Donc, je rentre au maximum mon bras avec mon épaule. J'écrase sa tête pour que ça soit en position tourner la tête envers en position de déplacement. Je me déplace au niveau d'être vraiment couché sur son épaule. La main, j'ai plus besoin de la tenir là. Je la mets au sol, collée à ses fesses pour qu'il puisse pas revenir et récupérer la garde. Je le pousse avec la pointe des pieds pour avoir vraiment tout le poids sur sa mâchoire. Et là, je peux libérer et il essaie de faire la crevette. Je peux libérer ce bras. C'est la jambe. Je peux changer de position pour aller aux montagnes. Et j'ai l'ascendant sur l'adversaire. Les deux mains au sol, les oreilles collées aux oreilles, bien plaquées, et je descends plus haut. C'était le tout premier épisode de notre podcast Uke partage autour du Jiu-Jitsu. Un grand merci à Étienne, notre premier invité, qui est notre maître à Sophie et à moi en Jiu-Jitsu brésilien. Et qui nous a aussi soufflé l'idée de ce podcast. Un grand merci à Damien Chénu pour la création du jingle et aussi à Alex de Toda pour son accueil dans son studio de podcast merveilleux. Un grand merci à Kenza et Jay qui nous ont beaucoup aidés dans l'élaboration de ce premier épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Uke partage autour du Jiu-Jitsu. Si vous avez aimé, likez et partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram sur le compte Slojitsu Academy pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt.